Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai l'honneur de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui porte sur la relance d'activités, des pratiques et de l'enseignement du secteur musical. Il s'agit d'une proposition conçue conjointement par la Fédération musicale de Franche-Comté et le pôle musical régional Cadence qui se situe dans le Grand Est. Nous sommes au cœur d'une crise sanitaire mondiale où le secteur culturel est fortement impacté, au travers notamment des écoles de musique et des ensembles musicaux que vous représentez. Ces derniers doivent faire face à cette crise et sont pour certains déjà fragilisés, tant sur le plan humain qu'économique. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de composer avec de nombreuses incertitudes en acceptant que tout change très vite et que les décisions se prennent parfois au jour le jour. Le décret 2020-548 concernant nos établissements recevant du public vient rebattre les cartes et reporte pour une durée indéterminée, mais sans doute réexaminée le 2 juin, reporte l'ouverture des écoles de musique, des conservatoires et des structures où nos répétitions se tiennent. Nous vous inviterons par conséquent à respecter l'ensemble de ces mesures gouvernementales et locales qui rappellent la responsabilité non négligeable portée par les associations ou les collectivités territoriales, publiques, d'État, etc. Nous allons vous proposer un accompagnement à la réflexion et des outils pour vous guider, vous aider à prendre les bonnes décisions. En vous inscrivant, vous avez posé de nombreuses questions, mais il est important de préciser, en premier lieu, que nous n'avons pas toutes les réponses et qu'aucun d'entre nous n'est en capacité de savoir ce que l'avenir nous réserve. Je pense que vous le savez tous. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes effectivement plus de 160 à participer à ce webinaire. Nous sommes ravis de passer cette matinée avec vous. Vous qui êtes responsable de structures à la fois dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et un petit peu partout en France, ce qui nous démontre évidemment que ces problématiques, ou en tout cas ces questionnements concernant la relance et la reprise d'activité dans notre secteur musical dépassent largement les frontières. Comme le disait Xavier, effectivement, ce webinaire s'adresse autant aux structures associatives qu'aux établissements relevant du secteur public, car nous pensons que le guide qui a été conçu et édité par le CNEA et autour duquel s'articulera cette matinée est peut-être un repère et un outil précieux pour chacun d'entre vous. J'en profite justement pour vous remercier, Violaine, et pour remercier le CNEA, Conseil national des employeurs d'avenir, qui a accepté notre invitation et qui a apporté une réponse positive dans des délais très courts. Merci pour votre réactivité. Merci à vous d'être là et merci à Lydia également qui se joindra à nous juste après pour le décryptage de ce guide. Ce webinaire sera aussi alimenté et enrichi par d'autres professionnels du secteur musical qui apporteront vraiment des éclairages sur les spécificités de notre secteur. Je cite dans l'ordre Bouchra Abache de la Fédération musicale de Franche-Comté, Isabelle Imbert pour le pôle musical régional Cadence, Martine Flight pour le conseil départemental du Bas-Rhin, Anne-Laure Valguer-Mossière pour le CDMC 68 et enfin Christophe Morizot qui interviendra pour la CMF. Je voudrais dire aussi que ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un travail plus large que nous menons avec la MJC de Bolvillers et Sylvain Marchal, que nous saluons et que nous remercions. Ensemble, nous souhaitons et nous accompagnons les transformations qui opèrent au sein des structures et au sein même du secteur professionnel sur le plan des métiers, des compétences et de la formation. Vous avez été nombreux à poser des questions et des questions qui portent notamment sur la date de la reprise, la date de la réouverture de vos établissements. Comme l'a dit Xavier, nous ne sommes pas en mesure ce matin de vous apporter des éléments de réponse sur ces questions et de vous apporter des informations spécifiquement sur ces questions, car aucun d'entre nous dans ce webinaire n'est en capacité d'avoir une vision claire et précise sur les suites de cette crise. En revanche, nous souhaitons vous apporter des outils très pratiques sur le comment reprendre, comment réorganiser, comment organiser en interne collectivement cette reprise d'activité et ce déconfinement.
Nous sommes convaincus que ce temps suspendu n'est pas un temps de l'immobilisme, mais qui se doit être un temps mis à profit pour se réinventer et pour s'organiser. Et c'est tout cela que nous allons vous transmettre lors de cette matinée. Et enfin, pour finir, je voudrais vous préciser que vous avez la possibilité de nous questionner tout le long de ce webinaire. Vous avez en bas notamment un bouton questions-réponses. Nous allons collecter toutes vos questions et un temps sera dédié en fin de matinée avec l'ensemble des intervenants pour y répondre. Je vous souhaite une très belle matinée et je passe la parole à Violaine Trozaille. Merci Laure, merci Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis d'intervenir dans le cadre de ce webinaire. Donc, le CNEA, c'est le Conseil national des employeurs d'avenir. Donc, c'est le syndicat d'employeurs, en gros, qui négocie la convention collective nationale de l'animation, que certains d'entre vous appliquent. Donc, nous représentons classiquement les intérêts de nos adhérents qui sont, pour la plupart, dans la grande majorité des associations employeuses. On a une mission de conseil. On s'efforce surtout de leur dispenser des conseils juridiques assez pratiques sur la gestion quotidienne, en fait, finalement, de leurs relations salariés-employeurs, donc en droit social et en droit du travail. Des conseils aussi qui peuvent être sur la posture RH. On leur diffuse énormément de publications et d'outils très pratiques, dont le guide qui fait l'objet de ce webinaire et qui va vous être présenté. Et puis, on représente leurs intérêts auprès des pouvoirs publics sur diverses questions, surtout sur la fonction employeur, mais ça peut être un peu plus large que ça. Dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, hein, nous avons choisi de rendre accessibles nos publications en lien avec la crise, accessibles à tous, que les associations, les établissements soient adhérents ou pas au CNEA. On s'est dit que c'était un enjeu vraiment de santé publique et qu'il était important de faire preuve de solidarité. Donc, le guide qui va vous être présenté aujourd'hui, il est disponible pour tous en téléchargement. Vous avez aussi accès à notre foire aux questions qui est régulièrement alimentée, régulièrement mise à jour et qui comporte de nombreux liens vers des sites utiles et des ressources utiles pour vous aider à faire face à la crise. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail, mais assez rapidement, ce que nous faisons par rapport à des actions de lobbying auprès des pouvoirs publics, je vais peut-être un peu illustrer par rapport à la crise que nous traversons aujourd'hui. Donc, on sait que pour les associations que le CNEA fédère, dont bon nombre effectivement d'établissements d'écoles de musique associative, il n'a pas toujours été simple en fait de demander l'accès à l'activité partielle, même si les associations, comme toutes les entreprises, sont éligibles à partir du moment effectivement où elles emploient des salariés et sont confrontées à une difficulté d'activité particulière. Donc, nous, on a agi pour sensibiliser vraiment le cabinet de la ministre du Travail, qu'elle passe des consignes extrêmement claires vis-à-vis des directs. Les directs, ce sont les services qui instruisent vos demandes d'autorisation préalable de placement en activité partielle. On agit aussi au quotidien. On sait que vous avez des difficultés pour certains contrats de travail pour les faire rentrer dans la machine déclarative, justement. Donc, on agit, c'est un peu long, mais pour que le système d'information sur l'activité partielle soit adapté à tous nos types de contrats de travail. Pour vous donner un autre exemple sur l'accès aux aides, alors vous êtes peut-être moins concerné par les prêts garantis par l'État, vous êtes peut-être davantage sur le fonds de solidarité. On a aussi agi au quotidien auprès du cabinet de Gabriel Attal, voilà, pour vraiment expliciter le fait que les associations voilà, étaient bien éligibles aux aides. Donc, on est intervenu notamment pour que BPI France prenne en compte dans la définition du chiffre d'affaires un certain nombre de spécificités liées à tout ce qui est associatif. Sur les subventions, pareil, on s'est efforcé de sécuriser l'octroi des subventions, déjà le solde de 2019 et la manière dont allaient être gérées les subventions en 2020. Et puis, pour vous donner un autre exemple, par exemple sur les masques, et vous savez qu'il y a une plateforme qui est mise en place par la Poste, mais qui s'adresse plutôt aux TPE de moins de 50 salariés, auprès de laquelle vous pouvez faire des demandes de réservation de masques. Jusqu'à présent, les associations avaient du mal à y accéder. Donc, nous sommes intervenus pour que les associations puissent effectivement y accéder sans souci. Donc, voilà, c'est tout notre travail de lobbying. Là, je vous la présente
par rapport à l'aspect Covid-19, mais il est effectif ce travail dans tous les aspects de votre vie en général. Et puis, pour revenir justement sur la convention collective et l'action du CNEA par rapport aux problématiques des établissements d'enseignement de musique ou de pratique artistique, de plus en plus, on s'efforce de prendre en compte vraiment les spécificités sur lesquelles nous alerte Cadence, la FMFC, vos spécificités d'activité pour négocier dans le cadre de la convention collective des dispositions qui vous soient adaptées ou même en matière d'emploi et de formation pour vraiment travailler davantage quand on mène des travaux d'observation et de calibrage, de prise en charge, de formation, voilà, de prendre en compte vos spécificités. Actuellement, on travaille notamment sur une question mise en place d'une certification pour les intervenants en pratique musicale dans les écoles de musique, voilà, pour faciliter leur accès à la certification et à leur parcours. Donc voilà, je pense globalement, voilà ce que je pouvais illustrer sur l'action générale du CNEA et en introduction de ce webinaire. Merci beaucoup, Violaine. Je vous laisse maintenant à toutes les deux la parole. Merci, Lydia, de nous rejoindre. Je vous laisse la parole pour décrypter ce guide de la relance d'activité édité et conçu par le CNEA. Merci. Peut-être, moi, juste, voilà, juste avant de passer la parole à Lydia, qui est vraiment, avec son service, qui a été la cheville ouvrière et qui est vraiment la rédactrice du guide, juste peut-être effectivement dire qu'on vous a accompagné dans la phase de préparation du confinement vis-à-vis des salariés, mais qu'il est indispensable, vous en êtes tous, enfin les premiers conscients, effectivement, de préparer la reprise et de la préparer dans de bonnes conditions. Il y a un certain nombre de protocoles qui sont sortis, de protocoles sanitaires de reprise, qui sont pas toujours, qui sont parfois déclinés selon les activités, pas toujours. Donc le CNEA a jugé indispensable de faire un guide pratique pour tous ses adhérents, donc, quelle que soit la branche finalement de rattachement, hein, ça peut être la branche animation, mais ça peut être aussi d'autres branches. Donc c'est un guide assez générique, mais qui en annexe présente des spécificités sectorielles dans lesquelles vous pouvez vous retrouver avec des exemples. Et l'idée, c'est qu'on nous a dit ce guide est assez long. C'est vrai qu'il est assez long, mais il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses annexes et qu'il se lit très facilement, même pour un non-initié. Donc, ce guide s'adresse vraiment à tous, quelle que soit la taille finalement de votre entreprise. Et il est vraiment très pédagogue. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer dans sa lecture. Cette lecture, ça va vous faire gagner un temps vraiment très précieux pour la suite. Voilà ce que je souhaitais dire en introduction. Et puis, je laisse la parole à Lydia qui va vous le présenter. Merci Violaine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, juste pour compléter l'introduction, ce guide, il faut aussi avoir à l'idée qu'on peut y trouver des éléments même si vous n'avez pas de salariés dans vos structures. Il y a des conseils qui peuvent vous aider, notamment, ne serait-ce que par rapport à vos usagers, par rapport à vos partenaires, à vos financeurs. Ce guide peut également vous apporter quelques billes. Donc, pour vous présenter, je vais donc indiquer les points essentiels, les points d'attention. Alors, premier point, quelles activités peuvent reprendre? Quelles sont celles qui doivent être reportées? Donc, c'est une première question que vous devez vous poser. C'est en effet pas forcément se précipiter dans la reprise. Ça va être important, notamment par rapport aux mesures sanitaires qui doivent être mises en place, aux moyens que vous pouvez mettre en place par rapport à votre timing. C'est important de se poser cette question-là et pas forcément, alors même si là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas forcément rouvrir, mais même dès qu'il y aura le go, on va dire, du gouvernement, pas forcément se précipiter et vraiment voir quelles sont celles qui peuvent être reprises dans le laps de temps et peut-être les échelonner au moment de la reprise. Qu'est-ce qui va être aussi important au moment de la reprise, c'est analyser, mettre le point sur les menaces potentielles encore existantes. Notamment, c'est voir au niveau de vos structures quelles sont les activités, mais quels sont aussi les lieux pour lesquels il va être difficile de mettre en place les mesures sanitaires. Je pense notamment aux petits espaces, aux espaces communs, c'est-à-dire là, à l'accueil, par exemple. Ces points-là, on sait où il va y avoir
potentiellement plus de contact entre les personnes, c'est là qu'il faut être très vigilant. Et notamment, si vous avez des petits espaces comme, je ne sais pas, des ascenseurs, des petites salles, là aussi, il va falloir être vigilant, notamment avec tout ce qui est règles de distanciation. Quels sont les salariés indispensables à la reprise? En effet, quand vous allez devoir vous poser la question de la reprise, il va falloir se demander qui est disponible, qui est potentiellement amené à devoir reprendre, puisqu'on le verra un petit peu plus tard. Il y a toutes les questions de ceux qui vont être notamment, par exemple, en garde d'enfants, tous les salariés qui potentiellement aussi sont, comme on dit, qualifiés de personnes dites fragiles, où là, ces personnes auront la possibilité de se mettre en arrêt. Donc, toutes ces questions, il va falloir se poser la question de qui peut reprendre l'activité dans le timing voulu par la structure. Et aussi, qui doit être associé à ce plan de reprise? Alors, essentiel, nous, on appuie vraiment, c'est le médecin du travail, le service de médecine du travail, très important. Prenez contact avec eux pour qu'ils vous aident à analyser les risques, à réfléchir aux actes de prévention, aux mesures potentiellement mises en place et aussi peut-être pour vous accompagner à accueillir les salariés potentiellement, comme je disais, dits fragiles et qui n'ont pas choisi de se mettre en arrêt. Donc, voilà, vraiment associer le service de médecine du travail. Et pour les structures un peu plus importantes, dès lors que vous avez un comité social et économique, donc le CSE, aussi, il va falloir l'associer fortement à ce plan de reprise, à cette reprise d'activité. Alors, déterminer les règles de sécurité impératives à mettre en place. Donc, il va falloir, alors, pour rappel, jusque-là, on n'avait pas grand-chose à part tout ce qui était règles sur les gestes barrières. Il est sorti un protocole national de déconfinement où il peut y avoir quelques éléments pour vos structures et ça s'applique à toutes les entreprises pour les mesures de sécurité pour les salariés, mais il y a aussi à prendre dedans des éléments même vis-à-vis de votre public, même si vous n'avez pas de salariés. Et ce qui est rappelé dans ce protocole et ce qui est important, c'est que ce protocole rappelle bien que la priorité, c'est tout ce qui est mesures de protection collective, notamment tout ce qui est réorganisation du temps de travail, le télétravail, tout ce qui est mesures de protection collective, donc par exemple les distanciations d'1 mètre, réaménager les locaux en conséquence. Et c'est à défaut, ils insistent bien, c'est à défaut, si ces équipements collectifs ne suffisent pas, c'est là qu'on peut envisager les équipements de protection individuelle. Donc c'est là que se pose la question du masque, des gants. Donc c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Voilà, est-ce que j'impose le masque ou pas? Alors, important, alors dans vos structures, ce n'est pas forcément le plus évident, mais il faut savoir que le gouvernement insiste et réinsiste. Ce qu'il faut privilégier, c'est le télétravail. Pour tous les postes éligibles au télétravail, ils doivent rester encore en télétravail si c'est possible, et notamment pour les salariés, comme je vous disais, en garde d'enfants, les salariés vulnérables. Mais voilà, ils insistent bien, le télétravail doit rester privilégié. Alors attention, si vous maintenez le télétravail, bien penser aussi que pour ces salariés, il faudra s'assurer que les conditions de travail sont correctes, c'est-à-dire s'ils sont bien équipés, puisqu'il ne faut pas penser que aux salariés sur site, il faut aussi penser à la sécurité et à la santé de vos salariés qui restent en télétravail, et notamment de continuer à maintenir le lien avec ces salariés-là pour pas qu'ils aient l'impression d'être mis à l'isolement. Nettoyage des locaux, donc si vous avez été fermé ou lorsque vous allez donc réouvrir, mais aussi régulièrement au moment de la reprise, il y a des protocoles de nettoyage des locaux, donc que vous pouvez trouver dans le protocole national de déconfinement et que vous pouvez retrouver, qui sont repris dans le guide. Donc je vous passe tous les points sur les produits à utiliser, mais voilà, nettoyage des locaux et bien insister en effet sur tous les points contacts, donc que ce soit dans les salles ou dans les espaces communs, tous les points contacts, c'est-à-dire les interrupteurs, les rampes d'escalier, les poignées de porte. Il faut bien insister sur ces points et en effet faire des nettoyages plus réguliers. Donc là, ça va peut-être nécessiter du personnel supplémentaire, c'est ce qu'on verra un peu plus tard, puisqu'en effet, le nettoyage des locaux va être un peu plus intense, on va dire, qu'en temps normal. Tout ce qui est respect des gestes barrières, donc ceux-là, on entend parler quand même depuis le début, hein, c'est tout ce qui est distance d'1 mètre, éternuer dans son coude, mouchoir à utilisation unique. Donc c'est important, il faut les rappeler, les afficher, informer les salariés, informer votre public accueilli. Et ce qui est aussi important, c'est pas se dire
se contenter de faire que ces gestes barrières. Il faudra mettre d'autres mesures en place. Au niveau de ces gestes barrières, il faudra penser à les décliner pour toute situation de travail. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter d'afficher les gestes barrières et se dire c'est bon, j'ai respecté mes obligations. Ce qui va être important, c'est d'analyser pour chaque situation de travail, que ce soit pour l'accueil, que ce soit pour le personnel encadrant, enseignant des pratiques, mais également pour votre public, décliner ces gestes barrières en fonction de chaque situation de travail particulière dans vos structures. Et en plus de ces gestes barrières officiels, il va forcément falloir mettre des consignes ou des mesures renforcées, notamment comment j'applique dans ma structure la fameuse règle des 1 mètre entre chaque personne. Il faut savoir que dans le protocole de déconfinement national, il est indiqué que chaque personne, que ce soit vos salariés, mais également le public accueilli, il faut que chaque personne ait à minima 4 mètres carrés. Donc, tout ça, il va falloir le repenser au niveau de l'organisation de vos activités, mais aussi des aménagements des locaux. Donc, tout ça va être mis en place. Tout ce qui est réorganisation, peut-être aussi penser à la réorganisation au niveau des horaires de travail. Donc, tout ça, ce sont on va dire, des mesures renforcées, c'est-à-dire on va décliner, en effet, ces gestes barrières au niveau de la structure. Une fois que vous avez pris en compte tous ces éléments, il va falloir identifier les ressources humaines, mais également matérielles nécessaires pour cette reprise. Donc, les ressources humaines nécessaires, ce qui va être important de voir, c'est à qui je vais devoir faire appel et qui va être nécessaire pour cette reprise. Donc, c'était comme je vous disais tout à l'heure, faire un peu l'inventaire, c'est pas le bon terme, mais faire l'inventaire des personnes qui vont être potentiellement aptes à reprendre. Donc, dans ces ressources humaines, vous aurez vos salariés qui seront sur site. Donc là, attention pour eux à tout ce qui est mesures sanitaires. Vos salariés qui vont rester en activité, en télétravail, mais aussi vos salariés qui potentiellement ne vont pas reprendre, c'est-à-dire ceux qui vont rester en activité partielle parce que leur activité ne peut pas reprendre, ceux qui potentiellement auraient pu reprendre, mais ils vont être en arrêt garde d'enfants, ceux, pareil, qui potentiellement auraient pu reprendre, mais ils vont être en salariés dits à risque, donc ils vont, pareil, être en arrêt. Donc tout cela, il va falloir un peu faire l'inventaire de toutes les personnes, de toutes vos ressources. Et en effet, en fonction des ressources que vous avez en interne, si ce n'est pas suffisant, peut-être voir si vous avez besoin de faire appel à des prestataires extérieurs. Je parlais notamment tout à l'heure du ménage. En effet, peut-être que vous avez vos équipes de ménage en interne, mais seront-elles suffisantes pour notamment gérer tous ces temps de nettoyage nécessaires pour des bonnes conditions sanitaires. Le matériel nécessaire, donc là, toutes les questions, le fameux gel, le savon, des essuie-mains à disposition, que ce soit pour vos salariés, mais également pour votre public accueilli. C'est important, je pense, de se dire que pour le public accueilli, il faudra avoir le matériel nécessaire et d'anticiper, puisqu'on voit bien qu'au niveau des stocks, ce n'est pas forcément évident de les avoir en temps et en heure, d'anticiper au moment de la reprise pour qu'au moment de la reprise, vous ayez bien tout le matériel nécessaire, puisqu'on déconseille forcément si vous n'avez pas le matériel, c'est-à-dire tout ce qui est savon, gel, protection pour vos salariés, si vous ne les avez pas, on déconseille évidemment de réouvrir vos locaux, ne serait-ce que pour vos salariés, mais aussi pour le public accueilli. Ensuite, tout ce qui est aménagement particulier des locaux, comme je vous disais tout à l'heure, va falloir se dire, avec cette fameuse règle des 1 mètre et des 4 mètres carrés, comment je réaménage mes locaux. Donc, est-ce que je mets un sens de circulation? Est-ce que c'est-à-dire que l'entrée et la sortie ne se fait pas au même endroit, si c'est possible. Est-ce que, par exemple, je dis l'ascenseur, je ne permets pas l'utilisation de l'ascenseur, sauf évidemment pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Voilà, tout ça, il va falloir le repenser, le flux, les entrées, les sorties, le sens de circulation. Mais également au niveau des activités, il va falloir aussi y repenser les activités. Est-ce qu'en effet, pour éviter que tout le monde arrive sur les mêmes créneaux horaires, est-ce que je fais des activités avec des décalages d'horaires pour qu'évidemment tous les participants, tous les élèves n'arrivent pas sur les mêmes créneaux horaires. Donc tout ça pour évidemment éviter qu'au niveau de l'accueil, il y ait trop de monde dans les locaux. Et en effet, là, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que j'ai un besoin de services extérieurs? Comme je vous disais, est-ce que mes ressources en interne suffisent pour réouvrir et faire de l'activité dans les bonnes conditions? Si besoin, je vais peut-être avoir besoin de faire appel à des services extérieurs.
Alors, définir une stratégie RH, en effet, il est important de savoir que dans ce guide, on ne s'est pas attaché uniquement à l'application des mesures sanitaires. On a pris un peu de hauteur et on s'est dit que même au niveau de la reprise, il y avait d'autres points d'attention auxquels il fallait faire attention. Donc, définir une stratégie RH. Donc, en effet, dans les semaines à venir, se poser la question au niveau des indisponibilités possibles des salariés, c'est-à-dire dans les semaines à venir, entre eux, évidemment, ceux qui restent en activité partielle, mais aussi ceux qui sont en garde d'enfants ou personnes dites vulnérables, mais aussi potentiellement les salariés qui peuvent être malades, ceux qui vont, avec la période qui arrive, être en congé payé. Comment je gère toutes ces périodes où il peut y avoir de l'absentéisme, comment je gère au niveau de mon activité, c'est-à-dire éventuellement avoir un plan B si à un moment donné, mais je n'ai pas suffisamment de salariés pour animer. Donc, faire appel à des bénévoles, faire appel à des prestataires extérieurs, recruter des CDD, tout ça, il faudra anticiper un peu ce cas de figure. La gestion des salariés dits fragiles, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont dites fragiles. Alors, il y a un décret du 5 mai qui liste toutes ces personnes dites fragiles. Donc, il y a les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes de plus de 3 mois, donc tous ceux aussi qui ont des problèmes cardiaques. Donc, je vous passe la liste, mais il y a toute une liste de personnes dites fragiles. Et ces salariés, comme je vous disais, ont la possibilité de se mettre en arrêt, mais c'est une possibilité. Donc, c'est-à-dire comment je fais, moi, si mon salarié, OK, il a la possibilité de s'arrêter, mais ne s'arrête pas, il veut reprendre. Comment je gère le salarié qui veut reprendre? Donc, c'est là notamment, il faudra vraiment associer le service de médecine du travail et même si déjà pour les autres salariés, il faut mettre des mesures sanitaires en place, pour ces salariés-là, il faudrait être encore plus vigilant au moment de leur reprise. Pour motiver, remotiver les salariés, notamment dans votre région et dans d'autres régions, en effet, les dernières semaines ont pu être difficiles. Des salariés ont peur de reprendre et ça aussi, ça marche aussi vis-à-vis de votre public accueilli. Il y a des personnes qui vont avoir peur de revenir dans vos structures. Comment je les motive, je les remotive à revenir? Tout ça va se jouer dans de l'information, dans de la formation, il va falloir rassurer par rapport aux mesures sanitaires qui sont mises en place. Donc, pour des personnes aussi qui, peut-être, sur les dernières semaines, l'isolement a été difficile, qui ont vécu une période de confinement très difficile, qui ont peut-être eu des décès dans leur famille, tout ça, il va falloir le prendre en compte. Et donc, voilà, mettre des mesures en place. Alors, pas forcément des usines à gaz, mais vraiment rassurer. Donc, ça va se passer, comme je vous disais, dans de l'information et de la communication vis-à-vis de vos adhérents, vis-à-vis de vos partenaires, pour pouvoir rassurer, pour pouvoir leur dire que oui, ils peuvent revenir et que les mesures sanitaires mises en place vont permettre d'assurer au maximum, parce qu'on ne peut pas avoir un risque zéro, mais d'assurer au maximum des bonnes conditions de reprise. Pour la formation des salariés aussi, point important, plusieurs domaines où il va falloir former les salariés, notamment les former aux gestes de sécurité, aux mesures sanitaires, les former éventuellement à de nouvelles pratiques, à de nouvelles façons d'animer les activités. On voit bien, le télétravail reste une forme d'organisation du travail à privilégier. Est-ce que je mets en place du télétravail, des formations, des cours à distance? C'est comme une animation particulière, donc former ces salariés à cette nouvelle forme d'animation, d'encadrement des pratiques. Donc tout ça, former, si vous êtes dans des structures un peu plus grosses, former les managers pour accompagner les salariés à la reprise. Donc tout ça, c'est des points de formation, des formations intéressantes. Et là, notamment, peut-être que Violaine peut apporter quelques éléments sur les formations, les projets envisagés dans la branche. Oui, merci Lydia. Pour vous signaler que la branche, donc effectivement, a pris en compte ce que la branche gère en fait tout ce qui va être prise en charge de formation auprès de l'OPCO, aux demandes auprès de l'OPCO. Et notamment, on s'est dit, il y a deux choses prioritaires en cette période pour préparer la reprise. C'est de vous permettre un accès privilégié à des conditions améliorées à certains types de formations. Donc, ça va être tout ce qui est formation qui concerne la reprise d'activité. Donc, la reprise d'activité dans des conditions sanitaires sécurisées pour vos salariés et pour vos publics. Donc, si vous trouvez une offre de formation sur le sujet, il y a beaucoup d'organismes de formation qui se positionnent sur ce créneau, mise en place des gestes barrières, mais aussi accueil du public avec une posture adaptée
à vos enseignements, vous vous rapprochez de votre conseiller. En général, ça va être le conseiller uniformation pour beaucoup d'entre vous. Et normalement, il y aura une prise en charge avec des plafonds des taux de prise en charge bien meilleurs qu'habituellement. Et on a aussi voulu prioriser sur le management d'équipe. Donc, toutes les formations au management, que ce soit gestion de crise, management d'équipe à distance, avec le développement du télétravail, fera l'objet d'une prise en charge prioritaire et dans des conditions amélioratives par rapport à celles que vous connaissez habituellement. Et on est en train de travailler à ça pour vous proposer aussi d'autres modules complémentaires jusqu'à la fin d'année. Vous aurez une prise en charge privilégiée jusqu'au 31 décembre de cette année. Et notamment, très important, ce qu'il y aura, vous êtes peut-être moins prêts, mais ceci dit, si vous ne reprenez pas l'activité tout de suite et que vous profitez de la période juillet-août pour faire travailler vos salariés sur la conception, de la conceptualisation d'une offre à distance qui vous permet un peu de panacher votre offre de service, vous aurez accès à des prises en charge améliorées aussi pour les formations sur tout ce qui va être repenser son approche pédagogique par rapport à la situation Covid notamment. Donc, voilà ce que je pouvais compléter par rapport aux propos de Lydia. Merci Lydia. Merci. Un autre élément à anticiper, c'est voilà, comment je gère si j'ai un cas de contamination ou de suspicion de contamination, que ce soit par rapport à mes salariés, mais aussi par rapport au public accueilli. Il se peut qu'un des adhérents présente des symptômes. Comment je gère? Donc là, c'est pareil, hein, le protocole national de déconfinement a prévu tout un protocole, donc vous pouvez vous en inspirer. Très rapidement, c'est j'isole la personne, j'appelle le médecin, son médecin traitant, ou s'il y a quand même des symptômes graves comme des difficultés respiratoires, je préviens le SAMU. Il y a tout un protocole prévu au niveau du gouvernement. Donc, pas hésiter, je l'ai repris, on l'a repris dans le guide, pas hésiter à le mettre en place, que ce soit, comme je vous disais, par rapport à vos salariés, mais également à un cas pour un adhérent ou un élève lors de vos activités. Pour la gestion du droit de retrait, donc en effet, il se peut que dans les semaines à venir, quand vous allez reprendre, des salariés vont peut-être, je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais vont peut-être faire jouer leur droit de retrait, c'est-à-dire que le salarié va estimer que ses conditions de travail entraînent un risque grave et imminent pour sa santé. Donc, c'est-à-dire qu'il va se mettre en retrait, donc c'est-à-dire qu'il va dire je ne travaille plus. Donc, comment je gère cette situation et surtout comment j'anticipe pour les éviter. Donc là, éventuellement, bien informer les salariés qui n'hésitent pas à faire remonter, que ce soit au niveau de la direction ou même au niveau du CA, si vous n'avez pas des postes de direction, au niveau du CA, toute difficulté rencontrée, par exemple, s'ils voient qu'il y a des mesures sanitaires qui sont vraiment impossibles à mettre en place, à respecter, je veux dire, qui n'hésite pas à faire remonter la problématique plutôt que de faire jouer son droit de retrait tout de suite. Mais en effet, dès qu'un salarié ou des salariés font remonter ces problématiques, aussi à l'employeur, au CA, de prendre les mesures nécessaires pour que ce risque cesse. Alors, comme je vous disais, le risque zéro n'existera pas. Donc, en effet, on ne pourra pas dire je vous garantis que vous n'aurez pas le Covid-19. Mais voilà, mettre en place toutes les mesures pour éviter justement le droit de retrait des salariés. Donc, les accompagner, les informer, vraiment les prévenir qui peuvent à tout moment faire remonter les difficultés qu'ils ont au niveau de leur activité. Et aussi pour assurer l'équité entre les salariés. En effet, comme je vous disais, dans les semaines à venir et même par le passé, tout le monde n'était peut-être pas sous le même statut, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des salariés, pour certains, qui ont continué à travailler ou qui, dans les semaines à venir, vont revenir travailler, pour d'autres qui vont rester en activité partielle ou rester en garde d'enfants, ou même ceux qui vont être en télétravail. Comment je gère on va dire, le climat social entre les salariés qui sont peut-être en télétravail, donc éloignés du risque de contamination, et les salariés qui, eux, par contre, sont sur site avec du public, qui pour eux, peut-être en effet, le risque de contamination est plus fort. Comment je gère le climat social entre ces différents statuts? Comment je gère aussi les salariés qui sont en activité partielle, donc avec un salaire moindre, par rapport aux salariés qui ont repris et qui, eux, ont leur salaire normal. Donc, comment je gère ça? Donc, ça va se passer par de l'information, vraiment informer les salariés, expliquer objectivement pourquoi telle personne est dans cette situation et telle autre est dans cette situation. Il va pas falloir être, je veux dire, il ne faut rien cacher sur ces points-là. Il faut vraiment expliquer objectivement pourquoi telle personne ou telle personne sont sous ce statut-là.
Ensuite, définir un plan de communication. Alors, c'est peut-être un bien grand mot, hein, mais vraiment, là, ça va se passer par de l'information pour rassurer plusieurs acteurs. Donc, c'est-à-dire en interne, alors vis-à-vis du CA, si par exemple tout ce qui est plan de reprise est décidé à un échelon inférieur, c'est-à-dire le directeur ou des managers ou par un pôle, on va dire un groupe de travail, informer évidemment le CA de ce qui va être mis en place. Informer les représentants du personnel si vous en avez. Comme je vous disais, déjà, ils doivent être associés, mais en plus, derrière, ils doivent être informés des mesures que vous allez mettre en place. Informer les salariés. En effet, les informer des mesures, ça jouera aussi pour les rassurer des mesures mises en place. Donc, informer les salariés de ce qui va être mis en place et vraiment les informer en amont et pas attendre le jour de la reprise pour leur dire comment ça va se passer. Et aussi vis-à-vis des bénévoles pour qu'ils puissent savoir s'ils interviennent dans vos structures, comment la reprise va se passer également pour eux. Donc, très important au moment de cette information, comme je vous disais, important d'associer, si vous avez des représentants du personnel, mais aussi d'associer le médecin du travail, puisque pour rassurer, pour nous, il est évident que la parole de l'employeur ne suffira peut-être pas. Donc, si elle est appuyée par les représentants du personnel et surtout appuyée par le médecin du travail, ça aura quand même plus de poids vis-à-vis de vos salariés, en effet, que, on va dire, la bonne parole de l'employeur. En externe aussi, cette communication, informer vos adhérents sur les mesures sanitaires qui vont être mises en place pour les rassurer qu'ils peuvent revenir dans vos structures dans de bonnes conditions. Vis-à-vis de vos fournisseurs, de vos prestataires, ça peut également aussi eux-mêmes les rassurer, puisque peut-être que dans les semaines passées, comme vous ne faisiez plus appel à eux, financièrement pour eux, ça a été aussi difficile, donc ça va les rassurer aussi de savoir que vous reprenez. Vis-à-vis de vos partenaires et vis-à-vis de vos financeurs, pour les semaines passées, mais aussi pour les semaines à venir. On voit bien que toutes les mesures sanitaires à mettre en place peuvent avoir un coût pour vos structures. Donc là aussi, prendre contact avec vos financeurs pour voir comment justement financer, voir si vous pouvez avoir des aides pour financer toutes ces mesures sanitaires que vous allez devoir mettre en place. Point important, là je vais être un peu plus juridique. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est règles légales ou réglementaires habituelles doivent aussi s'appliquer dans le contexte actuel. Donc faire respecter tout ce qui est normes légales et réglementaires. Donc notamment, là on voit bien tout ce qui va être réorganisation de l'activité, peut-être avec toutes les pauses, les micro-pauses, les temps nécessaires pour du nettoyage de matériel. Tout ça va falloir le prendre en compte, notamment pour voir si tout ce qui est durée de travail sont bien respectés, les temps de pause, les temps de repos entre chaque journée de travail sont bien respectés. Tout ça va falloir le penser. Et surtout, nous, on va bien assister, c'est sur le fameux document unique d'évaluation des risques, le DUERP. Donc là, dès lors que vous avez des salariés et quel que soit votre effectif, dès que vous avez un salarié, il faut mettre en place ce fameux document unique d'évaluation des risques. Donc, il était déjà obligatoire même avant cette crise. Et là, dans le contexte de la crise, il va falloir forcément, alors, soit le mettre à jour si vous l'aviez déjà, soit le mettre en place si vous n'en aviez pas. Et ça va être très important parce que, hélas, si éventuellement il y a un litige ultérieurement avec un salarié, un cas de contamination, en effet, les juges iront voir ce que vous aviez mis en place, et notamment si ce document avait bien été mis en place. En fait, ce document, très rapidement, il va servir à faire l'inventaire de toutes les situations de travail et de tous les risques potentiels dans le cadre de ces situations de travail. Donc, je fais l'inventaire des risques. En face, je mets les mesures nécessaires pour éviter ces risques et également quelles ont été vraiment les mesures effectives qui ont été mises en place. Donc, c'est très important d'avoir ce document pour montrer que l'employeur a fait ce qu'il fallait pour évaluer les risques et qu'il a bien analysé toutes les situations pour prévoir les mesures sanitaires adéquates. Et donc, attention, il faut avoir à l'idée que ce document serait vraiment propre à la structure. Ce qui a été fait dans l'association A ne sera pas forcément applicable dans l'association B. Donc, comme je le dis, c'est vraiment un document qui sert à analyser chaque situation de travail propre à votre association. Et un autre document à mettre à jour, donc là, vous ne l'avez pas forcément dans vos structures puisqu'il est obligatoire, au niveau des salariés, il est obligatoire qu'à partir de 50 salariés équivalent temps plein, donc vous n'avez pas forcément de règlement intérieur pour vos salariés dans vos structures. Pour ceux qui ont un règlement intérieur, bien le mettre à jour puisque ce règlement intérieur gère
prévoit tout ce qui est règles d'hygiène et de sécurité. Donc forcément, dans le cadre de la reprise et du Covid-19, vous allez forcément être amené à modifier vos règles sanitaires dans vos structures et d'hygiène. Donc il va forcément devoir être mis à jour. Et si vous n'avez pas de règlement intérieur vis-à-vis de votre salarié, vous en avez éventuellement un par rapport à vos adhérents. Là aussi, important de modifier le règlement intérieur vis-à-vis de vos adhérents, surtout si il y a des consignes sanitaires à faire respecter à vos adhérents. Il faudra en effet modifier ce règlement intérieur en conséquence. Et dernier point, alors que ce soit dans les semaines, au moment de la reprise, mais aussi dans les semaines qui suivent la reprise, garantir un retour d'expérience. Donc, important, organiser une réunion de débrief au moment de la reprise ou peut-être un peu avant la reprise pour, alors déjà, voir quel est l'état d'esprit des salariés, s'ils sont en forme, pour prendre des nouvelles. Donc, organiser cette réunion pour voir comment les semaines passées se sont passées, on va dire, comment elles ont été vécues. Et aussi important, au moment de la reprise, dans les semaines qui vont suivre, organiser des réunions régulières pour voir comment se passe cette reprise et comment les mesures sanitaires sont mises en place et respectées par les salariés, quitte à devoir, on va dire, rectifier de tir si ce n'est pas du tout adapté à la situation de travail. Important aussi, au cours des semaines à venir, archiver les documents on dit de gestion de crise, c'est-à-dire tous les échanges qui vous ont permis de prendre vos décisions. Alors là, c'est toujours pareil, hein, hélas, c'est toujours dans l'hypothèse où s'il y a un litige ultérieurement, c'est d'avoir des moyens de preuve, comme quoi l'employeur a vraiment fait le nécessaire. Donc, tout ce qui est échange avec le service de médecine du travail, tous les échanges avec le CSE, si vous en avez un, toutes les notes de service, tous les échanges que vous avez eus aussi avec l'administration, avec vos partenaires, avec l'URSSAF, mais également si vous êtes donc adhérent au CNEA, tous les échanges que vous avez eus avec le CNEA, voilà, tous ces documents qui vous ont aidé à prendre des décisions doivent être gardés pour, au cas où, si vous avez besoin à un moment donné d'avoir des preuves pour montrer que vous avez fait le nécessaire. Et aussi faire un bilan de cette période de crise, notamment voir ce qui a marché, pas marché. Peut-être que dans les semaines à venir, vous allez mettre en place des choses qui seront intéressantes aussi pour le futur. On le voyait, hein, peut-être repenser les manières d'enseigner la pratique musicale, pas forcément tout faire en face à face, mais peut-être le distanciel, ça peut être intéressant. Donc voilà, voir ce qui a marché, pas marché, ce qui n'a pas marché, voir comment je rectifie les choses pour un futur. Au futur, on ne sait jamais si ça se reproduit, mais voilà, aussi avoir à l'idée que ce qui a marché, je peux le faire perdurer même au-delà de la période de crise. Et donc, comme on vous disait, hein, le guide est disponible, que vous soyez adhérent ou non adhérent, et que vous ayez des salariés ou pas de salariés, que vous soyez dans la fonction publique ou pas, il y a des éléments qui peuvent aussi servir. Et comme il est en accès libre, n'hésitez pas à aller le consulter en allant sur le site du CNEA. Donc, voilà pour ma présentation. Merci beaucoup Lydia, merci pour cette présentation très précise et très pratique. J'avais envie peut-être, alors vous avez vu sans doute qu'il y a de nombreuses questions qui se posent durant cette présentation, qui sont souvent spécifiquement liées effectivement au secteur musical. Donc les acteurs qui interviendront après pourront vous apporter déjà des éléments de réponse. Et puis comme je le disais tout à l'heure, un temps de réponse à toutes ces questions sera consacré en fin de webinaire. Je vous en soumets une quand même, puisque nous n'avons pas dépassé le timing que nous lui s'était donné. Violaine et Lydia, une question se pose sur le télétravail et le chômage partiel. Peut-on avoir au sein d'une même équipe une partie de l'équipe des salariés en télétravail et une partie de l'équipe en chômage partiel? Alors, je suppose que c'est les mêmes. Alors, si c'est les mêmes postes, il faudra justifier, parce que télétravail, ça veut dire qu'il y a encore de l'activité. Alors, certes, à distance, mais ça veut dire qu'il y a quand même encore de l'activité. Donc, pourquoi certains sont en télétravail et pourquoi d'autres sont en chômage partiel si c'est les mêmes postes? Après, si c'est des postes complètement différents, j'entends par exemple, on va dire, les fonctions support, les postes administratifs restent en télétravail, et par contre, les enseignants, ceux qui encadrent les activités, eux, comme il n'y a plus d'activité, eux sont en chômage partiel. Oui, il n'y a aucun souci. L'activité partielle, ça ne veut pas dire que tous les salariés de la structure sont forcément en activité partielle. Très bien, merci beaucoup.
Violaine, vous souhaitez compléter? Et en fait, effectivement, moi j'avais répondu à l'écrit, mais plus sur donc sur le premier cas de figure évoqué par Lydia. Donc c'est l'individualisation du chômage partiel. Effectivement, si on a une même série de postes assez similaires concernés, effectivement, on peut individualiser le chômage partiel sous certaines conditions. Donc il faut un accord d'entreprise ou une DUE soumise à l'avis favorable du CSE. Donc voilà, ça dépend des cas de figure, mais c'est assez adaptable et c'est possible. Merci beaucoup, merci à vous deux. On vous retrouve tout à l'heure et donc on accueille maintenant Isabelle Habert du pôle musical régional Cadence et Bouchra Abache de la Fédération musicale de Franche-Comté qui propose une déclinaison de ce guide de façon très pratique et spécifiquement pour le secteur des pratiques et de l'enseignement musical. La parole est à vous. Bonjour à tous, merci Laure, merci à tous. Alors vous l'aurez compris, hein, l'importance de pouvoir accueillir au mieux les publics, hein, je crois que c'est ce que nous donnait comme information importante Lydia, que ce soit les salariés, les bénévoles, les usagers. Donc il est effectivement très important de les accueillir dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Moi j'aimerais surtout aujourd'hui partager avec vous quelques points, des points de vigilance qui nous semblaient importants par rapport à notre secteur d'activité, notamment la communication. Je laisserai ensuite Isabelle aborder les questions artistiques. La communication et les enjeux sociaux que nous avons aujourd'hui dans nos établissements. La communication semble toujours le frein le plus important. On ne s'est pas vu depuis des mois. Aujourd'hui, la question de la reprise se pose. Comment faire pour aujourd'hui mieux communiquer? Comment, avec quels outils et surtout avec quelle temporalité? Effectivement, la communication, elle est de plusieurs ordres avec des objectifs divers. La communication qu'on a dans cette entreprise suite à ce confinement, peut-être un été sur lequel il va falloir travailler, et enfin une reprise à la rentrée qui clairement donne des temps de travaux différents. Et aussi peut-être des argumentaires à préciser. Oui, je parle bien d'argumentaire, mais je vous donnerai peut-être un peu plus d'informations juste après. Une communication en aval et en amont, c'est peut-être les points les plus importants aujourd'hui. Quand je dis ça, c'est surtout une communication pour ressusciter l'implication, ou soit réactiver, redonner envie, que ce soit à la fois aux usagers, aux salariés, aux bénévoles, aux partenaires, aux financeurs. Je crois que ce temps suspendu l'a été pour tous. La reprise se fait à divers niveaux, donc il est important à un moment donné de pouvoir mobiliser, redonner envie, réactiver les réseaux, et puis peut-être aussi, avant d'imaginer une reprise, consulter les principales intéressées. On a plusieurs cas de figure où effectivement, dans la joie, l'euphorie de pouvoir se dire on va pouvoir ouvrir, quoique le décret concernant les ERP a largement rebattu les cartes, donc là je dirais que le contexte aujourd'hui ne pose plus de débat. Par contre, les échéances sont là. Donc, réfléchir ensemble à pouvoir remobiliser, c'est se poser la question des usagers, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient élèves, qu'ils soient parents. Est-ce auront-ils envie de revenir? Comment? Sachant également que plusieurs structures ont peut-être des fois coupé totalement l'activité du fait du chômage partiel. D'autres ont essayé de garder le lien, que ce soit par de l'activité temporaire, que ce soit par le maintien des cours. Donc, il y a divers niveaux d'activité qu'il va falloir aussi pouvoir appréhender. Et puis, il y avait la question de la répartition. On pose aujourd'hui la question aussi du travail de reprise qui est à faire. Vous en avez vu la liste. Hein, si on devait suivre l'ensemble des éléments que nous donne Lydia et ses fortement conseillés, est-ce qu'aujourd'hui un président seul peut le faire? Est-ce qu'un directeur seul peut le faire? Attention à la surcharge de travail, attention à la surmobilisation. Donc, vigilance sur ces points-là. Et puis, peut-être la communication pour un effacement des distances. Aujourd'hui, on se pose la question sanitaire. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a 4 mètres carrés, 1 mètre? Les questions se posent effectivement. Est-ce que les instruments avant sont beaucoup plus à risque que d'autres? Comment faire sur une harpe? Voilà, donc il y a des conditions aujourd'hui, il y a des travaux qui sont mis en place. Christophe Morizot de la Fédération musicale de France vous en dira quelques mots tout à l'heure. Mais effectivement, en fonction de la spécificité et des activités qu'on propose, les modalités qu'on devra mettre en place ne seront pas les mêmes. Donc, une consultation au préalable, qu'elle soit avec les salariés, qui sont souvent les principaux protagonistes, un chef d'orchestre, un directeur,
c'est aussi se poser la question des usagers, de leur famille. Est-ce qu'aujourd'hui, une famille sera prête à remettre son enfant? Est-ce qu'une personne âgée fragile souhaitera reprendre son activité chorale ou une activité d'orchestre? Donc, au préalable, avant d'imaginer peut-être un entreprise ambitieux, même volontariste, c'est peut-être d'abord questionner les gens et vérifier leurs envies. Donc, effectivement, un appui psychologique d'accord. Lydia en a fait l'apologie tout à l'heure pour les salariés. Moi, je le dirais aussi pour les usagers et leurs familles. Et puis, peut-être utiliser ces moyens de communication et cette communication forte pour effectivement garantir une gouvernance horizontale. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des choses descendantes. On pourrait imposer un déconfinement, effectivement, avec des conditions sanitaires qu'on pourrait mettre en place. Tout ça se réfléchit, se co-construit aussi, effectivement, avec les usagers, les familles, les salariés, les bénévoles, et peut-être aussi avec les autres acteurs. Est-ce que si le cours de danse reprend, de quelle manière? S'intéresser à ce qui se passe sur les territoires, ce qui se passe avec les populations, avec les autres structures artistiques, les autres structures qui accueillent du public sur vos territoires. On ne peut pas faire ça de manière isolée. Pour autant, le copier-coller n'est pas aussi une solution. Est-ce que parce que certains ont pris leurs responsabilités, prennent des responsabilités en ouvrant sur les conditions qui sont les leurs, est-ce que je dois copier aussi parce que l'école qui est à peu près à 300 mètres ou à 2 km de chez moi ouvre? Attention à la responsabilité, Lydia l'a dit aussi, soyez vigilants. Soyez vigilants sur les notions de responsabilité. Et puis, la valorisation de l'action collective et puis les idées innovantes, c'est peut-être aussi le moment de rediscuter le projet associatif dans son contexte, dans son globalité, pardon, dans un contexte qui sera mouvant. Est-ce qu'on peut aussi peut-être profondément se dire qu'il y aura des changements, qu'on le veuille ou non, qu'ils soient aujourd'hui, demain, le RP, effectivement, le décret finira par bouger aujourd'hui, dans un mois, dans 2 mois. La reprise se fera, dans quelles conditions, comment? Un contexte mouvant en permanence qui nous oblige à nous réinventer, alors, et aussi à être réactif. Mais finalement, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne? À vous de trouver les points qui sont les vôtres et surtout de les favoriser et de les engager avec l'ensemble des acteurs. Tout à l'heure, je parlais d'actions ciblées, d'argumentaires ciblés sur votre communication, et, à la fois en temporalité différente et à la fois des destinations différentes. Un exemple tout bête, quand on dit report ou annulation, une instance politique, publique, souvent financeuse, n'entendra pas de la même manière. Je reporte ou j'annule, je reporte, j'ai encore les fonds, je reporterai en fin d'année. J'annule, c'est que l'action ne se fera pas. Une autre, cessation d'activité ou activité partielle. Cessation d'activité, c'est que je n'ai aucune activité au sein de mon entreprise, au sein de mon association. C'est de l'activité partielle, c'est que j'en maintiens un petit peu. Donc, attention et vigilance sur les argumentaires que vous portez, parce qu'on est effectivement des fois dans la passion, l'adaptation permanente. Voilà, on se pose la question, il faut absolument très vite que je communique sur ce que je vais faire, sachant que tout ça peut changer dans 2 semaines. Donc, soyez vigilants, peut-être avec un peu de prudence, à la fois dans les termes, sur les propos que vous allez tenir et sur peut-être les ambitions que vous avez à court, moyen et long terme. Donc oui, un argumentaire développé auprès des partenaires publics, auprès des collectivités, auprès des familles. Je pense notamment à des questions qui nous sont revenues de manière assez régulière sur du coup une fin d'année où les cours n'ont pas pu tous être maintenus, peut-être des familles qui demanderont des remboursements, des financements qui tarderont très certainement à arriver. Comment est-ce que j'explique, comment est-ce que j'argumente, comment est-ce que je motive à la fois les usagers, à la fois les partenaires financiers, à la fois nos collaborateurs, à expliquer la situation. Et comment est-ce que je leur explique? Peut-être qu'on passe d'une prestation peut-être de service, où les gens s'engagent un peu moins, à la liste comme étant comme ça, et on passe plutôt à une collaboration effective, poussée, où on se comprend, où on affirme qu'on est des acteurs de territoire, des acteurs auprès des populations, et que l'enjeu financier, reste un enjeu principal, peut être aussi secondaire, et en attente, en avant, enfin, prémisse de ce déconfinement. Et puis attention à la surveillance d'informations. On se pose très souvent la question, finalement, de ce Covid. On a eu un océan d'informations qui nous est arrivé. Comment, au niveau de notre secteur, comment au niveau musical, est-ce qu'on peut aller chercher des informations qui nous concernent? C'est quelque chose de spécifique à notre activité. Effectivement, je ne peux que vous conseiller de trouver les bonnes personnes ressources, que ce soit effectivement des centres de ressources, des acteurs de l'emploi, de la formation, des conditions légales, institutionnelles. Je crois que il va falloir que vous attachiez aussi à filtrer
filtrer l'ensemble des informations que vous recevez et aussi les adapter à votre activité et non pas au cadre général des fois qu'on nous propose. Ça, c'était pour cette partie communication. J'aborderai un deuxième point qui sont les enjeux sociaux. On a pu repérer en tant que centre de ressources avec Cadence et avec d'autres, bien sûr, que les enjeux sociaux allaient être prégnants pour les établissements musicaux. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos objets, on ne peut qu'identifier qu'une transmission artistique, qu'un projet pédagogique, même si, dans le fond, on sait très bien que ce n'est pas que. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas valoriser un peu plus cette notion sociale et sociétale d'acteurs que nous sommes dans les territoires et auprès des populations? Est-ce que c'est ça qu'il ne faut pas défendre comme étant des acteurs de la résilience? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit apporter des questions techniques, des problématiques et avancer des problématiques, alors très souvent financières, liées à des conditions sanitaires de face à face, de collectifs? Quel point je dois aujourd'hui mettre en avant lorsque je discute avec mon projet, avec les acteurs avec qui je suis habituellement? Et puis, d'ailleurs, à ce sujet-là, je vous conseille fortement une tribune du Monde du 16 avril 2020, Déconfinement pour un accès à la culture dans les territoires. C'est vraiment intéressant. On est vraiment sur des questions d'enjeux. Les grosses structures culturelles du spectacle vivant n'ouvriront pas demain. Qui reste-t-il aujourd'hui pour transmettre la culture au plus près des territoires? Je pose la question et lisez cet article. Et puis, poursuivre le dialogue avec les acteurs des structures et réunir et discuter les équipes. On parlait tout à l'heure du point de vigilance psychologique. Je crois qu'il y a aussi un point de vigilance à avoir sur les reprises d'activité avec les salariés, avec les usagers, sur les conditions que vous allez mettre en place. Effectivement, les conditions sanitaires on reste celles-ci, mais il va falloir nous aussi nous donner des objectifs à pouvoir en tout cas les partager régulièrement. Voilà, donc je laisse la parole à Isabelle sur le sujet des pratiques des enseignements artistiques. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je vais aborder avec vous les aspects plutôt artistiques, pédagogiques, qui viennent évidemment en complément de tout ce qui a pu être dit précédemment, avec peut-être un petit peu en préambule de mon propos, une invitation à en fait changer un peu de focale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance à regarder tout ce qu'on ne peut plus faire dans cette période de crise. Moi, je vous invite au contraire à réfléchir à tout ce qu'il est encore possible de faire et tout ce qu'on va pouvoir inventer comme nouvelles modalités de pratique ou de pédagogie musicale artistique. L'idée, c'est de pouvoir voir la contrainte quelque part comme créatrice de liberté et puis d'aller sur des choses que peut-être on ne ferait pas forcément dans une situation plus normale, se questionner sur du répertoire, s'interroger ou impliquer autrement les musiciens dans son ensemble. Donc mon propos, il va être articulé d'une part sur des enjeux plutôt en termes de pratique collective, et puis dans un second temps sur des enjeux plutôt pédagogiques et en lien avec les établissements d'enseignement musicaux. En ce qui concerne les chœurs, les orchestres, je vous conseille, je pense qu'un des gros enjeux de cette période, c'est de renouveler en fait son projet artistique, en prenant en compte le fait que la période que l'on vit actuellement, il ne faut pas forcément la considérer comme temporaire. Dans l'idée de se dire on attend, on temporise comme on peut et puis bientôt on va pouvoir à nouveau se projeter dans un vrai projet artistique. Je crois qu'au contraire, ce qu'on met en œuvre en ce moment, ça doit être considéré et pensé comme un projet artistique à part entière. Ne serait-ce que parce que cette période, on ne sait pas pendant combien de temps elle va durer. On voit émerger des études qui conseillent puis déconseillent de reprendre la pratique. C'est très vrai avec les pratiques vocales collectives, avec les instruments avant aussi. Il y a un gros enjeu de responsabilité et je pense qu'on peut se saisir de cette opportunité, de cette période que l'on vit actuellement pour penser un nouveau projet artistique à concevoir effectivement avec les contraintes actuelles. Donc, comment faire de la musique, de la pratique collective quand on ne peut pas être ensemble dans une même salle. Ça donne l'idée et l'ambition aussi de partager des objectifs artistiques communs. Ce qui nous semble important et ce qu'on a pu observer aussi, c'est que le simple fait de se retrouver n'est pas forcément suffisant. Il y a ce besoin de partager ensemble des objectifs communs, des objectifs artistiques communs
qui peuvent passer par exemple, mettre en place des projets de vidéo mosaïque. On en a vu beaucoup apparaître sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Ça peut être se mobiliser autour d'un événement, de produire des vidéos autour d'un événement. La fête de la musique arrive bientôt. Ça peut être aussi des objectifs à se fixer à ce niveau-là. Se lancer des défis, faire des jeux musicaux au sein de l'ensemble, en tout cas faire vivre le collectif. Avec un gros point de vigilance aussi, qui consiste à ne pas laisser un petit peu sur le bord de la route certains musiciens qui effectivement vont peut-être se démobiliser, ne pas adhérer complètement à ce nouveau projet artistique pour des raisons qui sont diverses. On a parlé ça peut être la peur de certains musiciens. Si on réorganise des répétitions, même à 5 ou 6 en extérieur, je sais qu'il y a des questions par rapport à ça, il y a peut-être des musiciens qui auront peur de venir. Donc, il y a lieu aussi de questionner comment on intègre l'intégralité de nos musiciens. Ça questionne aussi les questions d'autonomie des publics. Je parlais de vidéos mosaïques. Pour les vidéos mosaïques, il y a besoin d'une certaine autonomie du musicien dans sa pratique. Donc, la question, c'est comment faire d'un musicien qui n'arrivera peut-être pas à jouer avec un métronome sur une partition qu'on va lui envoyer avec toutes les contraintes imposées par ces types de prestations. Et puis, il y a aussi évidemment la fracture liée au numérique, peut-être plus forte sur les territoires ruraux, mais pas forcément, de connexions Internet fluctuantes qui vont faire qu'on va perdre peut-être certaines personnes. L'enjeu, je pense que c'est vraiment de pouvoir mobiliser l'ensemble des compétences des uns et des autres, peut-être re-questionner aussi au sein de l'ensemble où sont les compétences. Vous avez peut-être dans vos ensembles un musicien qui va avoir des compétences en vidéo et qui va pouvoir accompagner la réalisation vidéo d'une prestation. On va peut-être avoir dans son ensemble un médecin ou un personnel soignant qui va pouvoir aussi être force de proposition dans la mise en place des mesures sanitaires propres à notre propre activité. L'enjeu de tout ça, c'est effectivement de vraiment penser collectivement la chose d'une autre manière que ce qu'on avait l'habitude de faire et accepter peut-être aussi que soit un peu bousculé l'ordre établi. Je pose un petit peu la question comme ça, mais faut-il tout attendre du chef d'orchestre ou de chœur? Faut-il tout attendre du président? C'est là l'enjeu aussi de pouvoir rebattre un petit peu les cartes et de re-questionner tout ça. Donc voilà pour mon propos sur les ensembles de pratiques collectives. J'en viens maintenant aux établissements d'enseignement musicaux, où là, je pense que l'enjeu que l'on a pointé, c'est d'effectivement faire évoluer les propositions pédagogiques et surtout pouvoir capitaliser les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre. On ne va pas se mentir, le 16 mars, tout a fermé et puis on a fait un petit peu, j'ose ce mot, on a fait un petit peu du bidouillage dans l'urgence parce qu'il a fallu s'adapter rapidement, reproposer des choses. Des suggestions que je peux vous proposer, sur lesquelles on a un petit peu réfléchi, c'est par exemple de progressivement remettre un cadre professionnel dans les propositions pédagogiques. Par exemple, acter la fin du tutoriel qu'on va faire vite fait dans la cuisine entre le four et la plaque de cuisson, mais de se dire qu'on va aller concevoir ces nouveaux outils pédagogiques dans le lieu, dans l'école de musique, pour en fait réinstaller ce cadre professionnel, être plus vigilant à la qualité peut-être de l'enregistrement qu'on va proposer, parce qu'on va pouvoir bénéficier d'un matériel dont dispose l'école de musique. Et puis, un autre enjeu aussi, je pense, dès maintenant, mais c'est des choses que vous avez déjà faites, c'est de pouvoir tester et développer ces fameuses nouvelles modalités pédagogiques. Parce que rien ne nous garantit qu'au mois de septembre, on puisse reprendre. Rien ne nous garantit qu'au mois de juin, on puisse reprendre. Cette situation peut clairement perdurer. Donc, comment en fait s'outiller et puis avoir divers outils à mettre en œuvre si cette situation devait perdurer. Et à ce sujet, Lydia l'a abordé aussi dans la fin de son propos, on vous invite à repenser un petit peu les manières d'enseigner et peut-être à intégrer dès maintenant cette fameuse alternance présentielle-distancielle dans les nouvelles propositions que vous allez être amenés à mettre en œuvre. Pour ne pas être pris au dépourvu, si la situation se prolonge ou réapparaît d'ici quelques mois,
avec évidemment un point de vigilance sur des questions, on ne fait pas en présentiel et en distanciel, on n'anime pas de la même manière ces choses-là. Il y a des formats à repenser en termes de temporalité notamment. Il est un peu courant de dire que 2 jours de formation en présentiel, c'est 1 semaine en distanciel parce qu'on n'a pas les mêmes capacités d'attention. Et puis aussi de diversifier un petit peu tous les propos pédagogiques, que ce soit des cours en ligne, que ce soit des cours en live. Ça peut être aussi des salons, des systèmes de chat pour permettre aux groupes d'élèves de communiquer ensemble avec leurs professeurs. Voilà, de diversifier un petit peu, de questionner la diversité des outils pédagogiques. Avec aussi une nécessité forcément de former les enseignants à ces nouvelles méthodes pédagogiques. Le CNE en a parlé tout à l'heure, Violaine aussi, sur ces fameuses formations qui nous semblent nécessaires pour être outillés et faire ça de manière professionnelle, hein, ce qu'on a pu faire de manière un petit peu, comme je disais, en bidouillage au démarrage de la crise. Et puis surtout accepter aussi d'interroger ses pairs. Je crois que cette période de crise nous a contraints et conduits à beaucoup interroger nos collègues, les échanges entre pairs, entre profs d'instruments, les échanges entre directeurs d'écoles de musique. On a vu des groupes Facebook aussi émerger où il y a beaucoup de partage. La crise a provoqué ça. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à faire perdurer ces moments d'échange qui sont très précieux et qui permettent en fait de partager ces bonnes pratiques. Donc voilà un petit peu des éléments rapidement spécifiques à l'enseignement. Et je terminerai mon propos avec quelques points de vigilance par rapport à l'usage du numérique. Il est évident que cette crise a renforcé l'apparition des outils numériques et je vous invite à être très vigilants, notamment aux questions juridiques que pose l'utilisation du numérique en termes de droit à l'image, que ce soit le droit à l'image de vos élèves, des choristes, des musiciens, des professeurs. Être très vigilant à ce qu'on a le droit de faire et les autorisations qu'on se doit d'avoir, surtout encore plus avec des publics mineurs notamment. Vigilance aussi sur les droits d'auteur par rapport à des tutoriels, par exemple, que l'on va mettre en ligne. Et puis, globalement, sur la protection des données en écho à ce décret, je ne sais pas si c'est le bon mot, du RGPD qui a fait circuler beaucoup d'encre et qu'il y a lieu de mettre en pratique, évidemment. Et puis, point de vigilance aussi par rapport aux usages du numérique. On voit bien qu'on est en surcharge peut-être en ce moment de numérique. Le télétravail génère ça aussi. Donc, il y a peut-être lieu d'adapter aussi au public les différents formats. Tout ne passe pas forcément par de la vidéo. On peut aussi avoir des supports audio uniquement qui permettent de compenser ou de compléter utilement l'offre. Donc, voilà un petit peu pour ce que je souhaitais partager avec vous en guise de conclusion et peut-être que mes propos vous ont un petit peu bousculé. Je pense que le grand défi que l'on se doit d'avoir, c'est d'accepter beaucoup de choses, d'accepter de suspendre nos répétitions hebdomadaires, de penser une pratique artistique autrement, pas en répétition présentielle avec tous les musiciens, même dehors et même avec 1 mètre de distance. Il faut peut-être repenser, accepter de bouger un petit peu tout ça, accepter aussi de repenser les enseignements et de faire donner toute sa place à tout ce qui est formation à distance, ne pas le considérer que comme une solution de secours, mais comme un enjeu à part entière de pédagogie. Évidemment, en toute humilité aussi, je crois qu'il faut qu'on soit bienveillant avec nous-mêmes également et accepter de ne pas avoir les réponses à tout, accepter de se tromper quelquefois, de tester et puis, ma foi, de progresser tous ensemble. Voilà, j'en ai fini. Merci. Un grand merci à vous deux. Merci Isabelle, merci Bouchra pour ces propos très complets. Alors, il y a énormément de questions qui se posent. C'est pareil, on vous demande d'être patient, mais on va accueillir les 3 nouveaux intervenants, Martine Flight, Anne-Laure Valger-Mossière et Christophe Morizot. Bienvenue sur cette nouvelle table ronde. Je voulais juste préciser évidemment que le rôle des acteurs qui sont aujourd'hui qui participent à ce webinaire et de nos structures ressources par rapport à l'une des questions qui est posée, c'est aussi de vous accompagner sur le plan de la formation,
Alors, je ne vais pas m'avancer pour vous autres structures, mais je crois que toutes et tous, nous avons en tête évidemment d'adapter aussi nos propositions de formation à cette crise et aussi aux besoins que vous avez. Et concernant Cadence, en tout cas, on est dans une réflexion de développement d'une offre spécifique sur la dimension notamment numérique et de la transmission musicale plus largement à distance. Bienvenue à vous trois. Isabelle et Bouchra, on vous retrouve juste après. Je vous laisse la parole, Martine, puis Anne-Laure, puis Christophe. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je travaille donc au département du Bas-Rhin et depuis le début du confinement, depuis mi-mars, je travaille au maintien du lien et d'information avec les établissements d'enseignement artistique du département. De plusieurs manières. Il y a par le biais d'une lettre d'information, un fil rouge hebdomadaire avec des informations, des témoignages, et puis aussi beaucoup, je dois le dire, j'éprouve bien le télétravail par le biais de mails, de téléphones, voilà. Donc, les publics qui me joignent sont très divers. Ça va des directeurs, évidemment, directrices, aux présidents des écoles de musique associatives, aux maires, à certains directeurs des affaires culturelles. Avant de vous donner quelques chiffres pour le département du Bas-Rhin avec des pourcentages de maintien de cours ou non, suivant que les écoles sont associatives et municipales, je voudrais revenir, comme l'ont fait avant moi Bouchra et Isabelle, sur l'importance de la discussion, de l'échange avec vos équipes. C'est vrai qu'on n'est pas forcément au courant de tout et qu'on ne nous informe pas. Nous, on essaie d'informer avec des informations qu'on va chercher par-ci, par-là. Et mettez-vous bien à la place aussi des pratiquants amateurs, des professeurs, des élèves qui sont aussi perdus, sinon plus que nous, que vous. Mais c'est très important d'échanger avec eux, de prendre la température, si j'ose dire, mais pas pour voir s'ils ont le Covid, mais dans quel état psychologique ils se trouvent, parce que il y a certains professeurs qui sont tout feu, tout flamme, par exemple, pour une reprise, ils auraient pu reprendre dès le début, enfin, ils n'ont pas compris pourquoi on arrêtait. Et il y en a d'autres, par contre, qui sont très inquiets et pour qui la reprise peut sembler prématurée. Et c'est très important parce que j'ai eu certaines personnes au téléphone qui étaient vraiment pas bien du tout et qui ne c'est pas qu'elles ne voulaient pas reprendre, mais elles avaient peur. Donc communiquer un maximum sur vos doutes, il y a des Skype, il y a des Zoom. Alors, je sais qu'ils sont interdits, les Zooms, pour certains établissements d'enseignement artistique, pour des clauses de confidentialité des données, mais vraiment, mon message, c'est celui-là. J'arrête, je vais vous parler un petit peu de l'état des lieux dans notre département. Dans le Bas-Rhin, il y a 86 écoles de musique et de danse. Il y a à peu près 50% d'écoles de musique et de danse associatives et théâtre, voilà, mais on parle de la musique là aujourd'hui, et 50% d'écoles en gestion directe. Dans le dernier fil rouge, je vous ai transmis un petit camembert qui vous dit qu'il y a 58% des écoles qui ont maintenu les cours en distanciel, qui avaient 33% des écoles qui avaient arrêté les cours. Et je vais vous donner un petit peu les chiffres qui sont intéressants d'avoir sur la différence justement. Les écoles associatives,
c'est moitié-moitié. Il y avait moitié d'arrêt des cours, moitié de maintien des cours, beaucoup de chômage partiel ou au prorata des heures pour les écoles associatives. Pour les écoles municipales, on en est à 77% du maintien des cours et 15% seulement de l'arrêt des cours. Alors, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que pour les écoles municipales, j'ai eu plusieurs témoignages concordants. Il y a eu un maintien des salaires et pas forcément d'obligation pour les enseignants de maintenir un lien pédagogique. Par contre, les professeurs se sont vraiment démenés pour arriver à trouver des moyens de maintenir le lien pédagogique, de maintenir une veille pédagogique avec les élèves. Voilà. Ce que je peux dire, juste une petite chose quand même, par rapport aux écoles associatives, il y a une grosse, j'ai vu quelques questions tout à l'heure passer, quelques messages, une grosse inquiétude par rapport à leur trésorerie, s'il devait y avoir un remboursement à tous les élèves pour le 3e trimestre. Voilà, en gros, s'il y a des questions, je pourrais y répondre par la suite, mais l'état des lieux dans le département. Merci beaucoup, Martine. Anne-Laure, on vous laisse la parole. Oui, alors donc moi je dirige le CDMC qui s'occupe des schémas départementaux d'enseignement artistique, donc on est en lien aussi avec les écoles de musique, de danse et de théâtre. On a fait aussi le même genre de travail que Martine, j'ai le même genre de chiffres à vous rapporter. En maintien des cours individuels, on est à peu près à 81% quand même, mais avec une nuance, c'est-à-dire que le maintien interactif et donc réel en cours en fait interactif est plutôt autour de 58%. Alors que le reste du maintien des cours est plutôt sous terme d'échange de contenu pédagogique. Sur les cours collectifs théoriques type FM, on est à 82% de maintien, avec le même genre de répartition en fait, entre les cours interactifs et l'échange de contenu pédagogique. Et sur la pratique collective, par contre, évidemment, on est sur des chiffres plus bas. On a 47% de maintien d'échange, mais seulement 12% de cours interactifs. Sachant qu'en théâtre et en danse, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. On a des chiffres plus bas sur le maintien des cours parce que l'interaction avec un groupe, et notamment dans le mouvement, demande des choses du type de l'espace, de la place, faire les mouvements, etc. C'est plus compliqué. Moi, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que ce qu'on ressent beaucoup de témoignages des enseignants et aussi des élèves, puisqu'on a un peu les deux au téléphone, c'est une souffrance sur la perte de sens que cette crise a induit. Parce que je pense que l'essentiel, la majorité des intervenants et des usagers en fait, de nos pratiques artistiques ont travaillé pendant des années et toute leur vie, ont toute leur énergie à combattre la distanciation sociale et que maintenant on en est à mettre en place la distanciation sociale. Et ça crée une espèce de faille, une espèce de vertige sur toute mon énergie d'artiste et d'enseignant a été faite pour diminuer au maximum la distanciation sociale. On me demande de la mettre en place. Donc, où est le sens de ce que je fais? Comment je retrouve le sens de ce que je fais? Et que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, je voudrais aussi apporter une nuance à tous les principes de sécurité incontournables et fondamentaux et obligatoires qu'on va tous devoir mettre en place dans nos écoles, dans nos cours, dans nos structures. C'est qu'il faut aussi, je pense, se poser la question du comment vivre avec le risque. C'est-à-dire que là, on est en train de mettre en place des protocoles de protection qui sont obligatoires, mais il va falloir aussi s'habituer au risque et vivre avec le risque, d'autant plus que les dernières rumeurs à l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas très bonnes en ce qui concerne le vaccin. Ils auraient plutôt tendance à dire qu'il va falloir vivre et vivre longtemps avec ce virus. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on s'habitue à vivre avec le risque? Comment est-ce que nos peurs évoluent avec le temps?
quand on vit avec le risque et qu'on vit longtemps avec le risque. Et par exemple, on sait tous que si on prend notre voiture, on risque de mourir. Néanmoins, on prend notre voiture. Donc, comment est-ce qu'on va trouver le curseur de tout ça dans nos pratiques pour que les choses s'apaisent, puisqu'on ne peut pas vivre dans la peur éternellement, quoi. Ni dans la protection absolue éternellement. Voilà. Merci beaucoup Anne-Laure. Christophe, on vous laisse la dernière prise de parole avant de retrouver l'ensemble des intervenants pour la réponse aux questions. Merci, bonjour à tous. Donc, la CMF ou la Confédération musicale de France, donc, qui fédère les structures de pratique musicale, bien sûr, et d'enseignement tant associatif que public, bien c'est vrai que c'est retrouvé dans une situation très compliquée, comme avec tous ces adhérents, toutes ces fédérations. Vu que notre projet tourne effectivement autour du vivre ensemble et plus particulièrement de vivre la musique ensemble. Donc c'est vrai que la situation depuis le mois de mars nous donne l'impression d'être un peu, d'avoir appuyé sur un bouton off pour toutes nos pratiques et nos rencontres très importantes dans notre réseau. Pour autant, CMF a, elle, continué d'être le relais important de toutes les informations nécessaires à la vie et à rassurer nos adhérents et nos fédérations, en particulier en participant au sein de la COFAC, qui est la coordination des fédérations et associations de la culture et de la communication. On retrouve tout le domaine des champs culturels qui vont effectivement de l'enseignement musical, de la pratique musicale, mais aussi des musées, du patrimoine. Donc une coordination très importante pour nous, qui est un peu le parent quelque part politique du NEA, qui travaille plutôt effectivement sur les aspects de l'emploi. Et d'ailleurs qui travaillent ensemble, et je voudrais en tout cas remercier le CNEA, pour lequel la CMF est adhérente, qui nous a permis de communiquer avec nos adhérents toutes les problématiques et toutes les solutions et comment accompagner au mieux ce moment de crise sanitaire. En tout cas, une COFAC qui intervient, elle, beaucoup politiquement, avec effectivement plutôt la partie des élus, mais aussi les ministères, ministère de la Culture, Matignon et la mission Castex, par exemple, mais aussi à travers le mouvement associatif et le réel besoin de la reconnaissance du milieu associatif dans le milieu culturel. Je ne vous cache pas qu'on a un ministère de la Culture qui quand même plutôt répondu aux abonnés absents, et donc ça a été un travail très difficile et de pouvoir communiquer avec ce ministère. En tout cas, je voulais en particulier rebondir sur ce que disait tout à l'heure Madame Imbert, effectivement sur les pratiques collectives, et je suis en accord complet avec elle sur ce qu'elle a dit. Je voudrais rajouter aussi quelque chose par rapport à ça, enfin quelques éléments qui sont peut-être plutôt pratiques et plus dans les éléments de la reprise et à quoi il faut penser aussi quand on pense reprise, et en particulier une reprise physique. C'est pour ça que la CMF s'est mis aussi à travailler avec les services médicaux, en particulier avec Médecine des Arts, mais aussi, bien sûr, la CMF, c'est beaucoup d'ensembles de pratiques et beaucoup d'ensembles de pratiques sur les instruments à vent, donc avec les inquiétudes que ça peut conditionner, dont on a pu évoquer tout à l'heure. Donc effectivement, on a travaillé avec l'ITEM, avec la Chambre syndicale des facteurs d'instruments, et puis on a suivi également les études, ou les débuts d'études scientifiques qui peuvent exister sur les instruments à vent en particulier. Je voulais souligner d'ailleurs, en particulier, j'ai vu que Stéphane Gros-Claude était présent sur le webinaire, et le document très intéressant traduit d'une étude allemande sur la pratique des instruments à vent. Tout ça, ça amène quand même des questions à se poser dans une reprise physique. Certes, il y a des conseils donnés, ou des préconisations données
nationalement, mais on voit qu'il n'y a pas d'études scientifiques encore précises qui ont été données sur le sujet, et donc il faut quand même être très précautionneux. Et, par exemple, le document traduit par la PFI donne des éléments très intéressants sur cette pratique, et que si on doit effectivement reprendre physiquement, même si la CMF ne le conseille pas, sur les pratiques collectives, en particulier sur les instruments à vent, il faut être très attentif aux distances physiques. Les conseils portent plutôt sur une distance de 3 à 5 mètres. Donc, on imagine qu'en termes de reprise de pratique, après tout ce que j'ai entendu des autres intervenants, il faut réfléchir en termes d'espace, de lieu. On sait que pour l'instant, de toute façon, les réunions de plus de 10 musiciens sont complètement interdites dans des établissements publics ou même extérieurs. Et puis, il faut faire aussi attention dans la reprise dans les écoles de musique sur le côté sanitaire. C'était aussi une partie du travail qu'on a avec la CFCFI et l'ITEM. C'est sur le nettoyage et la désinfection, ce qui n'est pas la même chose. Instruments de musique, et en particulier des instruments de musique partagés, comme on peut trouver le piano ou les percussions. Avec, même si le nettoyage peut être assez facile, la désinfection, elle, est plus compliquée parce qu'on n'utilise pas d'eau de javel ni d'alcool sur un certain nombre d'instruments de musique, parce que ça devient dangereux pour les vernis des instruments à vent, mais pour les bois aussi, pour tous les instruments aussi de percussion de type xylophone ou marimba. Donc, il faut être très attentif à ça. En tout cas, je vous encourage tous à consulter ces documents que vous pouvez trouver sur différents sites de fédérations, d'organismes. Et puis, il y a des guides qui, effectivement, de bonnes pratiques. Et puis, effectivement, aussi s'interroger pour les écoles de musique par rapport à tous ces instruments sur, effectivement, des barrières physiques entre les profs et les élèves. On pense bien sûr aux panneaux en plexiglas, les bâches plastiques et puis les masques que le conseil donné par certaines de ces études, ce serait la nécessité, par exemple, pour les professeurs d'instruments à vent comme pour les élèves, d'utiliser des masques FFP2 pour être sûr dans la distance de pratiquer dans de bonnes conditions. En tout cas, comme le disait Isabelle Imbert tout à l'heure, moi, en tant que président CMF, j'espère effectivement qu'on pourra reprendre nos pratiques, certainement dans des formes différentes, parce que en étant pragmatique, je suis également directeur d'une école de musique et chef d'une harmonie. Je ne vois pas effectivement comment mon harmonie de 60 musiciens pourra retrouver un projet pédagogique à 60 même dans les 3 mois qui viennent. Et effectivement, il va falloir effectivement réfléchir à adapter le projet pédagogique, nos habitudes de pratique, sans doute peut-être faire répéter dans des formes beaucoup plus petites nos musiciens, leur faire découvrir peut-être justement, ce sera l'occasion de leur faire découvrir d'autres répertoires, d'autres types de formations dans lesquels ils pourront se faire plaisir et qui pourront se rencontrer dans des formats que nous pourrons, avec les conditions sanitaires, mettre en place, je l'espère, assez rapidement. Enfin, voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à consulter, je pense bien sûr Cadence, la Fédération de Franche-Comté, la PFI, toutes les ADDM aussi, effectivement, qui font un travail important et nécessaire d'information et de communication, au CDMC bien sûr, évidemment. Et donc, voilà, c'était le but de mon intervention. Et puis, j'espère que nos pratiques et que le vivre ensemble et le pratiquer ensemble, qui est quand même le cœur de notre activité, pourra et continuera, en tout cas peut-être sous de nouvelles formes, mais j'espère à plus long terme reprendra, en tout cas si on a pu vivre pour certaines de nos associations plus de 200 ans, en ayant déjà traversé des crises sanitaires de ce type-là à différentes époques, je pense et j'espère et je suis optimiste qu'on pourra effectivement tous se retrouver dans nos pratiques à moyen terme. Merci.
Merci beaucoup, Christophe. Merci pour cette note d'espoir. J'invite les autres intervenants à revenir autour de la table, si je puis dire. Déjà, je vous prie de nous excuser. On s'était donné comme heure de fin de webinaire 11h30. Je sens que nous allons légèrement dépasser, mais je pense qu'il est important, si vous voulez continuer de rester avec nous, il nous semble important de pouvoir répondre, ou en tout cas essayer d'apporter des éléments de réponse, ou pouvoir vous orienter, prendre en considération vos questions. Alors, non, la question a été posée, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions individuellement, mais nous avons une chère collègue Faustine qui a pris le soin de collecter ces questions et de les regrouper par item. Donc, je vais vous les soumettre à vous tous. Merci d'être revenus à l'écran. Beaucoup de questions se posent autour de la spécificité des structures. Faut-il différencier dans tous vos propos des mesures et des choses à prendre en compte pour les petites structures associatives comme pour les plus, et pour les plus gros établissements, pardon. Doit-on prendre les mêmes décisions? C'est la première des choses. Alors, je reviens, on avait dit qu'on aurait du mal à évoquer ce sujet, mais je reviens quand même sur les établissements recevant du public. De quoi s'agit-il? Alors, est-ce que l'un d'entre vous pourra nous aiguiller un tout petit peu plus sur cette définition d'établissement recevant du public? De nombreuses interrogations aussi de la part des écoles associatives. Sont-elles considérées comme des établissements d'enseignement artistique? Je vous soumets toutes les questions, vous y répondrez. Est-ce qu'une école de musique qui intervient dans un centre socioculturel peut reprendre dès aujourd'hui? C'est une question aussi. Voilà, pour le moment, pour la première question que je vous soumets, si l'un ou l'autre veut répondre, je vous laisse vous manifester. Écoutez, je veux bien essayer de prendre la parole sur le décret, sur ce terme de RP. Établissement recevant du public, la détermination, on a pu avoir des échanges avec le ministère de la Culture en particulier, qui conditionne qu'effectivement toutes les écoles, quelle que soit la taille, de musique, qu'elles soient associatives ou de droit public, sont concernées par ce décret. Et plus largement, vu que ça tient à des établissements, même les enseignants de pratique qui répètent de toute façon dans des établissements communaux ou intercommunaux, qui sont souvent des salles qui sont des ERP parce que justement ils ont pour vocation à accueillir du public. Donc à mon sens, personne ne peut échapper, en tout cas dans nos pratiques, que ce soit musicale, à ça. Après, je ne suis pas capable par contre de répondre sur le côté sur l'aspect de la question précise qui était sur le centre de loisirs ou le centre social, car ce n'est pas du tout mon domaine. Violaine, peut-être, je vois que vous avez levé la main. Oui, alors je vais commencer, puis Lydia me complétera. Effectivement, il y a le décret du 11 mai qui liste les établissements recevant du public qui peuvent ou ne peuvent pas rouvrir. Et effectivement, les centres sociaux sont pointés comme des ERP pouvant rouvrir. Mais je dirais que s'ils accueillent effectivement des activités d'enseignement musical, à mon sens, effectivement, les activités peuvent se tenir, mais sous réserve d'avoir bien mis en place les mesures sanitaires qui permettent d'accueillir les publics. Donc, c'est toutes les contraintes dont on a parlé, ces fameux 4 mètres carrés, ces mètres de distance qui peuvent même être accrus pour les pratiques d'enseignement musical et la chorale en particulier. Et donc, il faut les adapter, bien évidemment, d'où l'intérêt vraiment d'étudier au cas par cas chaque situation. On ne peut pas plaquer des consignes généralistes par rapport à vos situations d'enseignement particulières. Donc, il faut vraiment faire ce plan de reprise très précisément et s'assurer, notamment auprès de la médecine du travail, si elle peut être d'un secours particulier, que ce que vous projetez de mettre en œuvre dans le cadre de ce centre social peut être recevable. Je laisse Lydia préciser mes propos parce que je pense qu'elle sera encore plus précise que moi. Non, je pense que tu as dit l'essentiel.
Mais en effet, comme on l'a déjà dit, plusieurs personnes l'ont dit, c'est en effet, il ne faut pas se dire que si le voisin fait comme ça, moi je vais faire la même chose et ça marchera chez moi. En effet, il faut vraiment analyser chaque configuration de chaque établissement pour voir si en effet, quelles mesures je dois mettre en place et si ce n'est pas possible de les mettre en place, nous on déconseille évidemment de rouvrir. Merci bien en tout cas pour cette première réponse. Je vous soumets une autre question. Alors, on sait que les structures sont particulièrement inquiètes sur les questions financières et économiques. Elles sont fortement impactées aussi sur ces aspects-là. Il y a une question s'est posée. Alors, quelles sont les aides apportées à l'association ou comment les repérer, aux associations, pardon. Et la deuxième question porte aussi sur la facturation. Martine en a parlé tout à l'heure sur les droits d'écolage et notamment une question, est-ce que les droits d'écolage comprennent aussi l'enseignement à distance? C'est une bonne question. J'ai vu que c'était qui l'avait posée. Il y a deux manières de voir. L'enseignement à distance reste de l'enseignement. Les cours sont assurés. Il y a eu très peu, dans le Bas-Rhin en tout cas, jusqu'à la fin du deuxième trimestre, ça va arriver au troisième, de demandes de remboursement des parents. C'est donc qu'ils ont bien compris que c'était des cours qui étaient donnés et de l'enseignement qui était donné. Après, c'est sûr qu'on peut se poser la question d'un point de vue juridique, mais là, je ne suis absolument pas habilitée à répondre de ce point de vue-là, mais d'un point de vue pédagogique et du point de vue aussi de l'investissement énorme de tous les professeurs, dire que ce n'est pas de l'enseignement et que c'est juste un maintien du lien, je pense qu'on se fourvoie. Voilà, mon point de vue. Isabelle. Oui, pour compléter un petit peu les propos de Martine, j'ai presque envie de renverser la question. Tout dépend de ce qui va être noté dans un éventuel contrat qu'on aura signé avec les parents ou avec les élèves. Est-ce que les modalités pédagogiques étaient précisées? Il y a un enseignement qui peut se présenter soit en face à face, soit en collectif, soit à distance, etc. Et au-delà de ça, j'aimerais peut-être aussi nuancer quelque chose et un état d'esprit qu'on a essayé aussi de faire apparaître dans la publication Calliope et Euter que vous avez joint à la confirmation de ce webinaire. Il y a aussi tout un enjeu qui passe notamment par la communication, de passer un peu de cette logique de je consomme un cours, j'achète un cours, à être vraiment sur une logique plus de service public qu'on va apporter aux adhérents. Et je crois qu'effectivement, peut-être que une majorité d'usagers, d'élèves est dans cette dynamique de dire aussi que quelque part, c'est un soutien à une association, à une pratique, que de ne pas forcément demander un remboursement de frais d'écolage. Merci beaucoup Isabelle. Bouchra, je te laisse compléter, tu l'as souhaité. Oui, du coup, effectivement, Martine et Isabelle ont donné quelques éléments de réponse sur la partie de l'écolage. Lydia ou Violaine pourra peut-être compléter aussi, notamment sur la question du don et du revenu, du reçu fiscal qui est possible, qui a été mis en place sur l'abandon, en tout cas le don d'association du dernier trimestre pour certaines. Effectivement, le cas aussi de force majeure quand il est indiqué ou pas, mais ça, Lydia ou Violaine pourraient y répondre mieux que moi. Moi, je voulais surtout faire un point sur la notion effectivement financière des écoles ou des établissements d'ailleurs. Effectivement, il y a des gros enjeux. Je crois effectivement le modèle économique qui a été les nôtres pendant de nombreuses années a été mise à mal par cette crise financière et les problématiques qui avaient déjà été, à mon avis, identifiées sont encore plus prégnantes aujourd'hui. Il y a des vraies questions fondamentales, effectivement, sur l'écolage, mais pas que, sur les subventions. On sait que les élections municipales vont changer la donne, les temporalités ne sont plus les mêmes. On s'inquiète aussi d'une rentrée scolaire qui d'habitude fait le sujet d'animation, de mobilisation près des écoles. Cette année, on ne se fera certainement pas, en tout cas pas de la même manière. Comment avoir un taux d'adhésion, en tout cas nouvelle, qui soit susceptible de conforter un budget. La question également d'animation des structures. Un budget, c'est souvent subvention, écolage et activité bénéficiaire.
Qu'en est-il de ces activités, souvent buvettes, autres d'ailleurs, hein, voilà, d'autres activités, concerts. Donc, quid de ces rentrées d'argent qui aujourd'hui ne sont plus là. Donc, je ne peux que abonder dans le sens d'Isabelle, où effectivement la logique des prestations, comme elle vaut pour les collages, comme elle vaut aussi pour les finances publiques aujourd'hui. Et quand je parlais tout à l'heure d'argumentaire, c'était tout ça l'enjeu. Trouver les bons arguments en fonction de son interlocuteur pour expliquer la situation dans laquelle on est, parce que dans l'inconscient collectif aussi, très souvent, on ne sait pas que des activités bénéficiaires font partie du budget des associations. Voilà, donc il faut à un moment donné aussi rappeler en permanence parce que les gens ne savent pas comment construire votre budget. Donc, essayez de leur expliquer au mieux et essayer de trouver des… De toute façon, il y aura de nouvelles modalités à inventer. Et c'est peut-être pour compléter tes propos, Bouchra, sur une aide à l'argumentaire que l'on peut travailler avec vous aussi. Je crois que argumenter et apporter des choses très concrètes à vos partenaires, aux financeurs, aux familles, aux usagers, ça vous permettra aussi de vous conforter dans vos décisions et dans les arbitrages que vous prendrez sur ces questions financières. Merci beaucoup. Là, je me permets juste peut-être, excuse-moi, je sais qu'on a demandé si on pouvait avoir des éclaircissements sur les aides liées aux associations. On ne peut pas y répondre tout de suite. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est de vous faire un mail ultérieur où on vous enverra des liens effectivement sur des éléments spécifiques de subventions et d'aide, en tout cas, aux associations. Tout à fait, Bouchra. Et de façon générale, à l'issue de ce webinaire, certains ont posé la question aussi du PowerPoint très bien fait que nous a présenté Lydia. Je crois qu'avec votre accord, hein, me semble-t-il, on pourra vous le transmettre à l'issue de ce webinaire. De nombreuses ressources ont circulé aussi, des articles fort intéressants d'ordre scientifique, un article du Monde ou de Libé, je ne sais plus du coup. En tout cas, on vous remettra tout cela dans le corps d'un mail. Xavier nous a rejoint. Xavier, tu connais relativement bien, en tout cas, tu t'es posé la question, travaillant dans un établissement public, cette question d'établissement recevant du public, qui concerne aussi les structures associatives, et tu souhaitais peut-être nous en dire un petit mot et nous expliquer concrètement de quoi il s'agit. Oui, c'est vrai que ce décret, c'est assez difficile à appréhender, notamment sur la question des classifications. Les classifications avec les types des lettres qui sont données. Et donc, ces lettres désignent les établissements. Et c'est ce qui est un petit peu perturbé. Désolée, on a un souci de connexion avec Xavier. Voilà, bon, je navré pour cet éclairage qui tombe un peu à l'eau. On m'entend ou pas? Ah, voilà. Voilà, c'est bon. Donc, LOR, donc c'est les notions de classification qui permettent ou pas de pouvoir assurer et de reprendre les cours. Ça coupe tout de toute façon. Donc, R, c'est l'enseignement, et donc l'enseignement artistique et non. C'est une classification liée au nombre de personnes également. Et enfin, pour être au plus proche des associations, elles sont assujetties aux locations, aux prêts qu'une mairie, qu'une autre structure peut bien vouloir faire. En conséquence, par conséquent, les mairies sont par exemple des classifications liées au bureau, CW, peu importe. Mais par contre, elles ont des salles. Les salles qu'elles vous prêtent, elles sont aussi en L. Ou en R, ça dépendra. Et donc, j'invite à la grande prudence, c'est-à-dire que toutes les structures associatives prennent attache auprès de leur maire, qui, lui, va donc voir avec le préfet, et c'est le seul aujourd'hui à pouvoir valider définitivement en cette période de Covid. Le maire se substitue parfois au préfet, or là, il y a vraiment des conditions où les maires ne vont que… Je n'ai pas d'exemple où ils vont contre le préfet si jamais il a dit non, parce que c'est vraiment des conditions très difficiles. Donc, j'invite à la prudence, même une petite association avec 2-3 élèves, jusqu'au 2 juin où on pourrait avoir un éventuel retour, de se dire, voilà, ce décret nous empêche de reprendre. Je rappelle que c'est uniquement des classifications liées à un bâtiment. C'est ça qui perd tout le monde, comme a dit Christophe Morizot, parce qu'on a des actions, oui, c'est ça, donc des cours, des ensembles musicaux, et ils ne peuvent pas reprendre à cause de ces classifications. Voilà. Je pourrais aussi ultérieurement répondre plus longuement, c'est difficile en si peu de temps. Merci beaucoup Xavier, je crois que tu réponds à une grande partie des questions.
Je vous en soumets peut-être une dernière avant de se quitter. Se pose la question de la notion de responsabilité. Quelle est sa limite dans la mesure où les membres participent sur la base du volontariat? Alors cette question, on l'a déjà souvent entendue, notamment pour les ensembles vocaux, pour les chorales, les orchestres d'harmonie. Se pose aussi la question, existe-t-il à ce jour des décisions, des autorisations légales, voire même des interdictions qui autoriseraient ou permettraient la pratique musicale collective? À quoi doit-on se référer? Peut-être sur la notion de la responsabilité, Lydia ou Violaine, vous pouvez nous éclairer, parce que c'était quand même un des enjeux forts de ce webinaire. Effectivement, sur le détail, je ne sais pas si on pourra aller jusqu'à des autorisations spécifiques, mais au moins avoir votre retour sur ce que vous avez un service juridique qui doit répondre notamment à ces questions-là. Alors, nous, on a essentiellement la question de responsabilité vis-à-vis des salariés. Donc, souvent, c'est cette question-là. Il faut avoir en tête que l'employeur a une obligation de moyens renforcés et pas de résultats. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas assurer vis-à-vis des salariés, et je pense que ce sera la même chose vis-à-vis des usagers, le risque zéro. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas du tout assurer que les usagers comme les salariés ne seront pas contaminés. Par contre, il a une obligation de moyens renforcés, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de mettre tout en œuvre en fonction des connaissances, en fonction des informations et de la situation, de mettre en œuvre les moyens adaptés pour éviter le risque. Et en principe, alors, on ne sait pas, pour l'instant, on a assez peu de recul et de décision, on n'a pas encore de décision sur des dossiers là-dessus. Après, le gouvernement, et c'est ce qui a été appliqué pour d'autres risques avant, hein, le gouvernement insiste bien que normalement, si l'employeur a mis tous les moyens dans la mesure du possible pour éviter le risque, normalement, je dis bien normalement parce que ce sera à l'appréciation des juges, l'employeur ne risquera pas une condamnation. Mais là, il faut vraiment montrer que, en fonction des connaissances, de la formation, de l'information des salariés, que l'employeur a vraiment tout mis en œuvre pour éviter le risque, mais on ne pourra pas le condamner s'il a mis tous les moyens en œuvre, mais que, hélas, parce que le risque zéro n'existe pas, hélas, les salariés, ou même en principe les usagers, auront été contaminés. Après, je sais que nous, en interne, on essaye en effet d'avoir un dossier complet sur la responsabilité pour nos adhérents, et même je pense qu'on diffusera au-delà de nos adhérents, sur toute la responsabilité, que ce soit au niveau des salariés, des usagers, du risque, si c'est un salarié vis-à-vis d'un usager, tous ces cas-là, on essaye de le répertorier pour avoir une réponse claire et précise et qu'on diffusera très prochainement. Eh bien, je crois que nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vous remercie, merci infiniment à vous tous pour tous ces éclairages. J'espère que nous aurons répondu en tout cas, à une grande partie de vos questions. Nous avons le souhait de pouvoir continuer, évidemment, toutes et tous, à vous accompagner dans cette gestion de crise. C'est un processus qui est long, c'est un processus qui est collectif aussi. Comme l'a dit Lydia, il est important de se préparer à cette reprise et à ce déconfinement. Donc, nous sommes là aussi pour vous épauler dans cette période que l'on connaît, que l'on sait difficile aussi pour vous tous, acteurs des pratiques et de l'enseignement musical. On vous renverra toutes les ressources qui ont été citées lors de ces webinaires, que vous pourrez aussi le revoir ou le partager. Vous trouverez une captation, un enregistrement de ce webinaire sur les sites internet de la Fédération musicale de Franche-Comté et de Cadence. Merci bien et au plaisir de vous retrouver très prochainement.